Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien à distance, puisque nous avons aujourd'hui le plaisir d'organiser un atelier européen. La formule atelier, l'ordi s'est éteint. La formule atelier d'Europé, c'est une formule qui est entre le petit séminaire et la conférence, c'est-à-dire que nous avons une séance de travail avec avec deux conférenciers qui nous ont fait le plaisir de faire le déplacement pour cet après-midi. Donc nous allons avoir une session de recherche, de travail sur les apories de la transition. Et on pourrait ajouter le sous-titre comment les dépasser, puisque au Centre européen, nous sommes préoccupés par ces questions-là et surtout la possibilité dans une philosophie pratique qui nous mobilise de voir comment trouver des solutions. Alors, avant de présenter les deux conférenciers d'aujourd'hui, je vais rapidement vous dire comment nous posons la question. Nous avons ensemble à trois réfléchi à la difficulté à la fois de reconnaître la gravité de la situation écologique dans laquelle nous nous trouvons, étant entendu que la gravité de la situation écologique va avec aussi les décisions que nous prenons, les décisions sociales et les décisions politiques que nous prenons. Et donc, nous nous demandons quel est le statut de la notion d'effondrement, qui est une notion qui sera surtout interrogée par Gabriel Salerno. Quel est le statut de ce terme? Est-ce une prévision? Est-ce la description d'un état du monde futur? Comment pourrait-on parler d'effondrement sans basculer immédiatement dans l'éco-anxiété ou dans la dépression et le sentiment de démobilisation, le sentiment d'impuissance? Ce sera une des questions que nous allons nous poser. Mais au-delà de la possibilité de parler de l'effondrement comme d'un état futur du monde, il faudrait peut-être s'interroger sur la question de la prédiction. Comment prédire ce qui va nous arriver? Et là, en ajoutant la notion de prédiction, on ajoute évidemment la question de l'influence que peut avoir le discours que l'on énonce sur un état du monde futur. Donc la prédiction tient compte de l'effet performatif de la parole, ou si vous préférez, on pourrait parler de prophétie, c'est-à-dire qu'annoncer un état du monde futur va avoir évidemment un effet sur ceux qui nous entendent et va bien sûr engendrer des réactions. Donc c'est plutôt alors dans ce type de questionnement que nous devrons nous situer. Nous sommes dans une situation de problème qu'on pourrait dire complexe, où des composantes multifactorielles vont intervenir et elles vont nous amener en fait à renoncer à la maîtrise. Donc, par rapport à simplement la description d'un état du monde futur qui pourrait encore être dans un discours, disons, classique de problèmes simples où on dit simplement ce que les causes engendraient comme effet. Ici, on voit bien que la chaîne est beaucoup plus complexe. Est-ce que c'est de ça dont nous devons parler aujourd'hui lorsque nous prenons en considération la gravité de la situation? On a eu la question des prophètes de malheur, les prophètes de malheur qui annoncent l'effondrement en espérant qu'on pourra l'éviter. Je pense à des auteurs qui ont essayé de tirer la sonnette d'alarme, comme par exemple Jean-Pierre Dupuy ou Ancionas, etc., qui disent le pire en espérant que la réaction sera suffisamment forte pour que le pire n'advienne pas, ou bien alors vous avez évidemment ceux qui vont plutôt être dans une parole de coaching en disant si on annonce qu'il est possible de réagir à une situation future d'effondrement, eh bien, nous arriverons à dépasser cet effondrement. Vous voyez que nous sommes dans des questions difficiles et au-delà même de la possibilité de parler d'une situation complexe aujourd'hui, je voudrais poser, grâce à nos invités, la question des problèmes pernicieux. Comment parler
et agir dans un monde qui n'est plus seulement complexe, mais dans un monde qui est devenu problématique, c'est-à-dire où non seulement la parole va influencer la manière dont on réagit à un état du monde donné et à un état du monde futur, mais comment parler, dire, analyser les choses dans un monde où nous devons renoncer à la maîtrise et accepter une incertitude. C'est ça que nous voudrions souligner aujourd'hui avec la notion d'aporie de la transition. Sommes-nous dans un monde où les apories nous laissent un espace pour agir, ou bien l'aporie est-elle le signe que notre action est devenue vaine? Vous pensez évidemment que j'aimerais qu'on réponde par le premier terme de l'alternative plutôt que par le deuxième. Autrement dit, je voudrais, pour le dire beaucoup plus simplement et à partir de Aristote, est-ce que notre action qui a toujours été le fait de poser des actes dans un monde opaque, dans une situation d'opacité, est-ce que cette opacité est redoublée? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'on doit la dire à la puissance 9, puisque nous avons désormais les 9 limites planétaires qui interagissent entre elles pour rendre le monde beaucoup plus problématique et beaucoup plus incertain que par le passé. Voilà donc un peu le cadre dans lequel nous allons poser cette question des apories de la transition. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir d'abord, dans un premier temps, Gabriel Salerno, qui est docteur de l'Université de Lausanne, docteur en géosciences environnementales, et qui est chargé de cours sur les questions de durabilité et de politique environnementale internationale. En tout cas, il a donné des cours dans ces deux matières. Alors, il a réalisé une thèse sur les chronosophies, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur la manière dont on doit concevoir le temps, les boucles du temps et éventuellement une perspective qui est celle du progrès ou du déclin. Donc, quelles sont les lignes du temps que nous pouvons envisager? Alors, j'ai le plaisir d'annoncer que sa thèse va bientôt paraître au PUF sous le titre Anthropologie de l'effondrement. Et qu'il a publié déjà en 2021 Aux origines de l'effondrement, aux presses universitaires de France, et Effondrement, c'était pour demain, en 2021. Il a également publié en 2015 les scénarios de la durabilité. Donc c'est lui qui va nous donner une première conférence, les imaginaires de l'effondrement. Dans un deuxième temps, donc à 16h, nous aurons la conférence de Michel Fabre qui nous fait le plaisir aussi de venir nous parler aujourd'hui. Michel Fabre est professeur émérite de l'Université de Nantes, philosophe et spécialiste en sciences de l'éducation. Alors, il est auteur de très nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer, mais je vais surtout citer ceux qui rejoignent la préoccupation dont je viens de parler. Il a beaucoup travaillé sur la question de la problématisation. Qu'est-ce que problématiser chez Vrin en 2017. Son ouvrage Éducation et post-vérité, l'épreuve des faits, chez Hermann en 2019, je vous le conseille, c'est un ouvrage magnifique. Un avenir problématique, éducation et responsabilité d'après Hans Jonas, 2021. Et puis Éducation politique, les problèmes pernicieux en 2022. Alors cette année, il a publié L'enquête et le sens, littérature et questionnement. Donc c'est une retraite bien active. C'est un éméritat très très actif. Donc je vais leur céder la parole. On aura dans un premier temps donc la conférence de Gabriel Salerno et puis un échange, une pause et à 16h la conférence de Michel Fabre. Voilà. Gabriel, je te cède tout de suite la parole. Donc, vous m'entendez bien comme ça? Alors, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Nathalie Frogneux et puis aussi l'ensemble des personnes de l'Université catholique de Louvain de m'accueillir et de m'inviter à cet atelier auquel je participe avec grand plaisir.
Et donc, comme l'a dit Nathalie Fronieux, je vais vous faire une présentation sur les imaginaires de l'effondrement. Je vais essayer de tenir, normalement c'est tout bon, les 45 minutes pour qu'ensuite on ait 15 minutes de discussion ensemble. Et grosso modo, si vous voulez, avec cette présentation, j'ai un peu deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire avec vous une sorte de travail théorique autour de la notion d'effondrement. Parce qu'on va voir que ce mot est finalement une véritable nébuleuse et que c'est un mot qui paraît a priori assez simple, mais qui en fait renferme, qui est utilisé en tout cas pour exprimer quelque chose qui est finalement très complexe. Et le deuxième objectif de cette présentation, c'est de vous présenter, de faire une sorte de panorama assez rapide, vous m'en excuserez, des différents imaginaires de l'effondrement. Et on va voir aussi un peu de quelle manière ils peuvent induire différents comportements. Alors, hop. Voilà. Donc là, vous avez le plan de ma présentation. Alors, on va débuter en introduction par une première partie qui sera très rapide, qui consistera à montrer pourquoi on parle d'effondrement aujourd'hui. Donc, grosso modo, on peut refaire un peu un état des lieux planétaire. Et ensuite, les deux objectifs que je viens de vous citer, donc traiter la nébuleuse de l'effondrement, donc travailler sur la notion de l'effondrement, et ensuite les imaginaires de l'effondrement. Alors, pourquoi on parle d'effondrement aujourd'hui? Alors, dans la littérature, alors pourquoi je commence aussi des fois par cette première partie? C'est juste pour montrer qu'il y a quand même une certaine légitimité de parler aujourd'hui d'effondrement, donc il y a une certaine pertinence. C'est pas une certaine forme d'ésotérisme, minaréisme, c'est pas des fabulations. Il y a donc quand même bien un diagnostic, un constat scientifique qui est derrière. Et donc, c'est sur ces éléments-ci que se base donc la littérature sur l'effondrement, qu'on appelle aussi collapsologie, je pense qu'on a déjà entendu parler. Donc, c'est sur ces éléments que se base la collapsologie pour affirmer qu'on va droit dans le mur. Et donc, elle se base où il y a un diagnostic qui est fait selon deux pans. On a deux grandes difficultés. La première difficulté, c'est la dégradation des écosystèmes et de manière générale de la planète. Et le deuxième pan des difficultés, c'est l'épuisement des ressources naturelles. Alors, pour ce qui est de la dégradation de la planète et des écosystèmes, je pense que c'est tous des schémas qui vous sont familiers, mais bref, je fais assez rapidement. Donc, on sait qu'à partir des années 1950, donc l'après-guerre, il y a une explosion des flux de matière et d'énergie, donc qui sont exprimés par les courbes exponentielles à gauche, en orange, et qui s'accompagnent évidemment, ce sont les courbes à droite en vert, d'une dégradation aussi elle-même exponentielle des différents facteurs, processus biophysiques. Et cette donc, explosion des flux de matière et d'énergie conduit à ce que de nombreux auteurs utilisent comme concept au dépassement de limites planétaires. Ils ont identifié 9 limites planétaires, dont 6 seraient déjà actuellement dépassées. Et là, je fais un petit aparté qui est assez intéressant quand même, c'est quand on étudie ces 9 limites planétaires, on s'aperçoit qu'il y en a une seule qui concerne la pollution et les autres concernent finalement des flux de matière. Et c'est assez important parce qu'en fait, par exemple, le carbone, c'est effectivement pas un polluant, c'est même l'élément, c'est à la base du cycle de la vie, l'élément C, le carbone. Mais en fait, ce qui se passe, c'est donc pas une pollution à proprement parler, c'est simplement qu'on est en train de perturber le cycle naturel du carbone en émettant trop de carbone et donc de créer un déséquilibre au niveau, là en l'occurrence, de la planète, du système Terre. Et ça aussi, c'est sur certainement des schémas que vous avez déjà vus. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit. Lorsqu'on perturbe ces équilibres naturels, on va dire, on a des risques de basculement. Donc, vous le voyez à gauche, des risques de basculement régionaux, donc d'écosystèmes, qui, vous le voyez, peuvent impliquer ensuite un effet domino, c'est-à-dire que vous avez un écosystème qui est perturbé, qui bascule dans un nouvel état, qui va conduire au basculement dans un autre écosystème, etc. Et vous avez en fait la même conceptualisation qui est faite à un niveau global, c'est-à-dire ce qu'on suppose qu'il existe un seuil global, c'est celui qui est plus ou moins représenté par la limite qu'on s'est donnée entre 1,5 et 2 degrés de dépassement, par exemple, pour le réchauffement climatique. Donc l'idée comme quoi le système Terre, donc considéré comme un écosystème à part entière, pourrait basculer dans un autre état qui serait, celui-ci, donc un nouvel état inconnu de l'humanité qu'on a appelé planète étuve. Et vous le savez aussi, donc, nous sommes actuellement dans une période qui est extrêmement stable, l'Holocène, climatiquement stable, et qui a, comme de par hasard aussi, vu éclore les civilisations avec la sédentarisation et les débuts de l'agriculture, donc il y a 10 000 ans. Et donc, grosso modo, si je résume ça, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que nous sommes en train de mettre en péril, nous sommes en train d'alterner les conditions d'habitabilité de la Terre.
Donc ça, c'est donc le diagnostic qui est effectué par la littérature collapsologique à partir, donc vous l'avez bien vu, des sciences du système Terre. Et là, vous avez, je vais être aussi assez rapide, comme ça je vais réussir à tenir les temps. C'est vrai que j'ai commencé, j'ai pas fait attention, mais on va dire que je n'aurai pour... je dois terminer à quelle heure, Nathalie? 30. Les 30, d'accord. Je ne sais pas si on a enregistré. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le cadre rouge et puis le point, ouais. Non, je crois que c'est tout bon. Vous m'entendez en fait toujours bien, parce que des fois je parle un peu vite et pas très fort, mais... Ok. Je vais peut-être quand même continuer à aller un peu vite pour tenir le temps. Mais donc là, assez rapidement, donc l'autre enjeu, comme je disais, c'est l'épuisement des ressources. Là, je l'ai marqué à la fois non renouvelables et renouvelables. Pourquoi aussi l'épuisement des ressources non renouvelables? Parce que tout simplement, on les exploite de manière plus forte que leur taux de renouvellement. Et donc là, il y a différents enjeux, mais que je ne vais pas aborder, mais qui concernent les ressources, comme par exemple le taux de retour énergétique, le problème de taux de dispersion. Donc, pour dire que même pour des ressources qui sont très abondantes, comme par exemple le fer, comme par exemple les combustibles fossiles, eh ben, il y a quand même d'autres enjeux qui amènent à penser qu'il va y avoir des conséquences qui sont assez graves pour la société. Et donc là aussi, grosso modo, si on fait le bilan de ce pan de difficulté, c'est tout simplement la fin de l'époque de l'abondance, ou peut-être plus précisément ce qu'on pourrait appeler de la surabondance. C'est-à-dire qu'on se retrouve tout d'un coup dans un monde qu'on avait oublié qui était fini. Donc on avait oublié la question de la finitude, et elle nous revient maintenant, en guillemets, si vous me permettez l'expression, en pleine figure. Et vous m'en excuserez, mais je n'ai pas abordé, il y a aussi d'autres problématiques politiques, sociopolitiques, socio-économiques, mais que je ne vais pas aborder ici. Alors, donc, bilan de cette première partie de ma présentation. Donc, première chose qu'on remarque, que vous l'avez rapidement vu avec les différents schémas que je vous ai montrés, les problèmes sont multiples et sont interconnectés. Donc, c'est une des grandes problématiques aussi aujourd'hui des différents objets auxquels nous devons faire face. Et une autre caractéristique assez importante, c'est l'irréversibilité des dégradations environnementales et aussi le phénomène d'inertie. C'est-à-dire que les processus biophysiques relèvent d'habitude de grande inertie. Donc on sait que par exemple que les émissions qu'on émet aujourd'hui mettent 2, voire peut-être 3 décennies avant de commencer à faire leur effet réchauffement le plus important. On sait que le réchauffement des océans va s'étaler sur des milliers d'années. Donc il y a ce phénomène d'inertie. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça conduit justement les auteurs et les autrices de la collapsologie à considérer que l'effondrement serait inévitable, que la catastrophe serait inévitable et que, qui plus est, irréversible, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas revenir en arrière. Et en bref, si vous voulez, donc sur cet état des lieux planétaire, ont été mis 2 termes, en tout cas moi j'en ai retenu 2. Donc le premier terme, le terme d'anthropocène, et le second, le terme d'effondrement. Donc le terme d'anthropocène, donc l'ère de l'être humain, qui, alors, ce qu'on peut dire pour l'instant a plutôt valeur symbolique ou valeur conceptuelle, puisqu'il n'a pas été encore officiellement attesté par la Commission stratigraphique internationale. Mais qui est fortement utilisé. Et le terme qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est le terme d'effondrement, que je vous propose justement maintenant d'explorer ensemble. Alors, les questions qu'on va se poser par rapport à la notion d'effondrement, c'est, dans un premier temps, ok, mais finalement, qu'est-ce qu'on entend par effondrement? Parce que, comme je l'ai dit, c'est finalement un mot qui est très simple pour un phénomène qui est extrêmement complexe. Et en plus, la deuxième question qu'on va se poser, c'est de quelle manière est-il appréhendé? Parce que, on le ressent aussi, c'est un mot qui est assez fort, qui a une forte connotation et qui, généralement, ne laisse pas impassible. Donc, on va répondre à ces 2 questions en faisant une étude comparative entre ce que j'ai appelé les tenants d'une approche générale et les tenants d'une approche spécialisée. Alors, c'est une nomination comme ça assez caricaturale peut-être, mais c'est telle que je l'ai faite, et qu'on retrouve quand on fait une revue de la littérature. Alors, il y a d'un premier côté ce que j'ai appelé les théories générales d'effondrement, donc je me répète un peu, désolé, c'est-à-dire des personnes qui ont cherché à élaborer des théories de l'effondrement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par théorie? Donc, c'est vraiment chercher des cadres d'analyse qui permettent d'expliquer finalement presque ou quasiment tous les effondrements de civilisations anciennes, donc les civilisations telles que les Mayas, la Rome antique, etc.
Mais ce sont aussi des auteurs qui ont généralement ensuite prolongé ces réflexions qu'ils avaient faites sur les civilisations anciennes en s'intéressant à la question de l'effondrement aujourd'hui. Mais ce qui est assez important et ce qui est intéressant, c'est que justement, ces personnes-là, ces scientifiques, en cherchant à élaborer une théorie, ont monté en généralité, et par conséquent ont aussi simplifié le processus d'effondrement. Alors, bon, comme je l'ai dit, ce sont surtout des auteurs qui ont réfléchi sur les mécanismes d'effondrement et qui considèrent que justement l'effondrement est un processus récurrent à travers l'histoire. Donc, c'est toujours les mêmes mécanismes, c'est des mécanismes qui sont communs, qui se répètent et qui, donc, par conséquent, permettraient d'expliquer, d'illustrer tous les effondrements qu'on a eus à travers notre histoire. Et je vous ai donné aussi une définition qu'on retrouve et qui est issue d'une bonne partie de ces travaux, mais qu'on voit aussi, vous en rendez compte, qui est relativement vague, qui dit que l'effondrement pourrait se définir comme une diminution du niveau de complexité et ou une réduction drastique de la population. Je vous ai marqué, mais là on n'aura pas le temps de passer un petit peu en revue ces différentes théories, mais je vous ai donné là en tout cas quelques-unes, certaines que j'ai considérées assez significatives. Vous avez le rapport Meadows par exemple, l'ouvrage de William Catton, qui a introduit le concept de overshoot, de dépassement. Joseph Tainter, évidemment, Jared Diamond aussi. Et le dernier, c'est un article scientifique qui a utilisé, dans une approche mathématique, les équations différentielles propres prédateurs pour expliquer les effondrements de civilisation. Donc, ce que c'est assez intéressant, c'est pourquoi je vous ai donné cette petite liste-là, c'est que vous avez ici aussi différentes approches. Vous avez une approche, par exemple, qui est celle de Tainter, qui est une approche sociopolitique, alors que l'approche de Jared Diamond, voire aussi celle de William Catton, est une approche plutôt écologique, environnementale, en tout cas de l'effondrement. Et peut-être pour continuer la liste, pour terminer la liste, le rapport Meadows qui lui a vraiment mis en avant la dimension systémique dans les cas d'effondrement. Donc on voit des ouvrages généraux, mais qui divergent aussi, puisqu'ils ont chacun des approches assez différentes. Voilà, donc maintenant je vais m'intéresser, donc, comme je dis, aux spécialistes, vous me permettrez les guillemets. Alors là, l'approche est totalement différente, c'est-à-dire que chez ces scientifiques-là, il ou elle s'intéresse aux détails et au contexte historique d'une civilisation, d'une époque donnée. Et là, c'est beaucoup plus des historiens, des archéologues, voire aussi des paléoclimatologues qui ont publié beaucoup à ce sujet-là. Et donc, vous le comprendrez bien, donc, à contrario de voir l'effondrement comme quelque chose qui est récurrent dans l'histoire de l'humanité, comme étant un processus récurrent, les spécialistes considèrent que l'effondrement est quelque chose de particulier, est une conjoncture particulière propre à un moment donné, propre à un contexte politique, à un contexte environnemental aussi donné. Et donc, sans trop de suspense, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de controverses, de débats entre ces deux approches-là. Et la première des critiques que font les spécialistes envers les théories générales de l'effondrement, c'est le fait qu'ils procèdent à une simplification des faits historiques, qu'il y a une prise de distance avec les détails et que par conséquent, finalement, parler de théorie de l'effondrement, ce ne serait pas pertinent. Et là, sans rentrer dans les détails non plus, c'est par exemple ce que vous avez peut-être entendu, les controverses qu'il y a eu autour de Jared Diamond, notamment sur son interprétation de l'île de Pâques ou des Vikings de Groenland. Donc, on voit ça a alimenté toute une controverse. Ces deux perspectives ont amené à plusieurs débats. Donc voilà, comme je l'ai dit, pour les spécialistes, il s'agit vraiment d'une conjoncture particulière. Cela étant dit, vous me permettrez le terme, les spécialistes ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il y a aussi de nombreux débats, controverses parmi eux. Premièrement, sur les causes d'effondrement. C'est-à-dire qu'on observe aussi qu'il y a plutôt, entre guillemets, une école de personnes qui considèrent que les facteurs principaux sont des facteurs sociopolitiques, alors, à contrario, que d'autres personnes, par exemple les paléoclimatologues dont j'ai parlé tout à l'heure, considèrent et mettent plutôt en avant les facteurs environnementaux. Alors, généralement, donc vous voyez, si vous voulez, dans les facteurs sociopolitiques, grossièrement, c'est considéré qu'il y a un échec institutionnel, un échec au regard des réponses sociétales, donc les réponses apportées par les sociétés aux problèmes qu'elles rencontrent, alors que
celles et ceux qui appuient sur les facteurs environnementaux vont plutôt s'appuyer sur des données climatologiques, vont mettre en avant des changements climatiques régionaux, etc. Et donc les premiers, donc ceux qui sont plutôt défenseurs des facteurs politiques, vont généralement critiquer les seconds en disant qu'ils font part d'une certaine forme de déterminisme environnemental. Donc le fait de dire oui, mais en fait, vous considérez qu'au-delà d'un certain seuil, la société ne peut plus réagir et va forcément tomber dans l'effondrement. Et donc sans prendre en compte les réponses sociétales. Donc voilà un des types de débats qu'il peut y avoir entre les spécialistes. Mais autre chose, et ça c'est aussi un peu plus intéressant, ça va aussi nous amener à d'autres réflexions dans la suite de cette présentation, ils ne sont pas toujours aussi d'accord sur ce qu'ils entendent par effondrement. C'est-à-dire que se pose premièrement la question de la forme de l'effondrement. Est-ce qu'un effondrement est forcément caractérisé par une réduction de la population? Si vous regardez l'île de Pâques, par exemple, on entend se dire oui. Par contre, si vous regardez par exemple la Rome antique, l'Empire romain d'Occident, non. Parce que finalement, il y a eu certes destitution du pouvoir impérial, mais en termes de population, pas non plus un grand impact. Est-ce que l'effondrement est lent ou abrupt? Si vous prenez par exemple la cité mésoaméricaine de Teotihuacan, là vous voyez un effondrement qui est abrupt, qui est très brutal, alors que si vous prenez là aussi la Rome antique, vous aurez plutôt un processus lent d'effondrement. Donc on voit là déjà différents débats sur la forme de l'effondrement, mais aussi sur l'interprétation. Est-ce que l'effondrement consiste en une rupture? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, de différent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se perd? Ou est-ce qu'alors il est question d'une transition? Et là, ça peut être assez intéressant, je donne juste cet exemple-là. Vous avez les tenants, par exemple, de l'Antiquité tardive par rapport à l'Empire romain, qui considèrent que justement cette période du 5e, 6e siècle est plutôt une période de transition jusqu'au Moyen-Âge, et donc que la destitution du dernier empereur romain ne constitue pas véritablement une fin, une rupture. Et montre que c'est bien plus les conquêtes ensuite musulmanes du 7e siècle qui vont mettre un terme à l'unité culturelle de la Méditerranée. Mais vous avez à l'opposé, par exemple, l'archéologue britannique Ward Perkins, qui a fait des fouilles en Grande-Bretagne, qui a montré, lui, que, à travers ces fouilles, justement, que, en fait, très très vite après la destitution de Romulus Augustule, il y avait en fin de compte, dans les fouilles qu'il a trouvées, une perte de qualité de la poterie. Et donc, lui, il l'interprète comme, en fin de compte, tout un savoir-faire qui s'est perdu, puisque, en fin de compte, avec la chute de l'Empire, il y a tout un réseau de communication, d'échanges, de savoir, de techniques qui s'est perdu. Et de la même manière, il a observé ça pour la poterie, donc une qualité qui diminue. Il a aussi remarqué ça pour les habitations, en montrant que, en fin de compte, très vite, puisque c'était une province qui était aussi très éloignée, la Grande-Bretagne, les personnes n'ont plus su construire en matière dure comme la brique, mais sont revenus à des matières végétales, la paille, le bois, etc. Et donc lui, il montre que bien au contraire, non, il y a bien une fin de civilisation parce que, selon lui, il y a vraiment une chute du standard de vie, des choses qui étaient avant accessibles à tout le monde, est venu plus que quelque chose réservé à certaines élites ou à certaines personnes qui auraient pu garder le savoir-faire. Donc voilà, une idée de ce qu'on peut retrouver comme discussion sur l'interprétation de l'effondrement. Est-ce que c'est une rupture ou est-ce que c'est une transition? Et puis, vous avez aussi la question, est-ce qu'on va plutôt axer sur l'irréversibilité dans l'effondrement ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt mettre en avant les questions de régénération? C'est typiquement, si vous prenez par exemple le Proche-Orient ancien, donc par exemple pendant le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer, eh ben, on sait par exemple qu'il y a l'alphabet qui est apparu au détriment de l'écriture cunéiforme. Et donc là, c'est bien un événement qui est réversible. On a perdu le cunéiforme. Certaines personnes vont mettre l'accent sur ces événements, sur ces choses, ces matérialités qui ont disparu, alors que d'autres, au contraire, vont montrer la régénération des civilisations, le passage par exemple, le passage de la civilisation mycénienne à la Grèce antique telle qu'on la connaît, etc. Ou l'héritage, si on regarde par exemple l'héritage romain, avec ensuite la Renaissance, etc. Donc, en conclusion, finalement, je vous ai montré tous ces débats. Alors, la conclusion, en tout cas, à laquelle moi j'arrive, c'est que finalement, l'effondrement est quelque chose d'extrêmement complexe et qui est difficilement appréhendable de façon entière et pleine, de façon entière et satisfaisante. Et l'autre conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'aussi, compte tenu justement de ce poids de l'interprétation, on est plutôt face à ce que j'ai appelé plutôt des récits de l'effondrement. On cherche à donner une certaine narration à l'effondrement. Ça va, je crois que je suis plus ou moins dans les temps.
Donc voilà, c'est la conclusion à laquelle on arrive sur cette première partie que je vous donnais là sur la notion d'effondrement, à savoir qu'il y a finalement une dimension assez interprétative de l'effondrement qui amène à des récits. Alors maintenant, on va basculer dans la dernière partie de la présentation, donc sur les imaginaires de l'effondrement aujourd'hui. Donc on laisse de côté les civilisations anciennes qui ont alimenté justement toutes les études que je vous ai montrées, toutes les théories générales. Maintenant, on va s'intéresser plutôt au courant de la collapsologie, qui, lui, considère ou prend en compte l'effondrement de la société industrielle. L'effondrement de notre société, on parle aussi de thermo-industriel, donc basé sur le feu, la combustion. Alors là, il y a déjà un premier point, une première caractéristique, particularité, c'est que vous en conviendrez, pour la première fois, il est question d'étudier l'effondrement non plus de manière rétrospective, mais de manière anticipative. Et donc, on a là, pour la première fois, quand on parle d'effondrement, la dimension d'anticipation, donc de projection, de prévision dans le futur. Et donc, par conséquent aussi, l'effondrement, quand on parle d'effondrement aujourd'hui, puisqu'on a tendance à se projeter, il va susciter différents imaginaires du futur. Alors, ce qui est intéressant pour rebondir sur ces imaginaires-là et pour rebondir, plus précisément sur ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que moi, je catégorise ça, alors c'est aussi assez grossier, hein, mais je propose deux types de visions, deux types d'imaginaires, en tout cas deux caractéristiques des imaginaires. Une première, ce serait donc la vision globale de l'effondrement. Et en fait, effectivement, les théories générales, donc celles que je vous ai montrées au début, Jared Diamond, Tainter, etc., ont eu plutôt tendance à populariser une vision globale de l'effondrement. Donc la vision d'un effondrement comme étant un événement brutal, un événement marquant, qui est caractérisé par un avant et par un après. Et donc pourquoi cette vision globale? Parce qu'en fin de compte, ces théories ont développé des modèles qui étaient globaux et voyaient donc l'effondrement de manière globale. Et donc, si vous voulez, en d'autres termes, l'effondrement, là, ça serait vraiment l'épée de Damoclès qui nous tombe sur la tête. Et autre caractéristique assez importante, c'est puisqu'il s'agit d'un événement brutal, marquant, qui est donc par conséquent à venir, on se trouve dans une position d'attente. Donc, il y a une sorte de similitude avec le messianisme, dans le sens où on la positionne au-devant de nous comme quelque chose qui pourrait nous arriver dessus ou qui va de toute façon nous arriver dessus. Et donc, on a cette position-là. Et autre caractéristique assez importante, c'est qu'on considère l'effondrement de manière homogène dans le temps et dans l'espace. Ou en tout cas, ces théories générales qui ont été vraiment des sources primaires assez importantes sur lesquelles se sont basées la collapsologie, ont amené à une telle vision. Donc, comme j'ai dit, la collapsologie s'est basée à la fois sur ses sources primaires, plutôt sur cette théorie générale, mais aussi sur les sciences du système Terre. Et à contrario, de l'autre côté, les études historiques, donc plutôt contextualisées, ont eu tendance à développer, à populariser une vision plurielle de l'effondrement. Je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, l'effondrement romain, plutôt tendance à voir l'effondrement non pas comme un événement singulier particulier qui est la déposition du dernier empereur en 476 après Jésus-Christ, mais bien plus comme un long processus qui débuterait déjà à la fin du règne des Antonins, donc la fin de Marc Aurèle, ensuite son fils Commode, les premières instabilités, les premières guerres civiles politiques, ensuite les premières invasions barbares. Donc plutôt percevoir ou considérer l'effondrement comme étant un processus qui s'étalent sur du temps long. Elles ont aussi amené à montrer l'hétérogénéité de l'effondrement dans l'espace et le temps. C'est la même chose quand on regarde par exemple la civilisation des Mayas, qui se sont effondrés sur, on considère 200 ans, donc la civilisation classique, donc avant l'arrivée des Espagnols, donc entre 800 et 1000 après Jésus-Christ, où on voit une hétérogénéité de l'effondrement, c'est plein de royaumes-États, certains qui prospèrent, d'autres qui s'effondrent, certaines connexions qui ne se font plus, mais d'autres qui continuent. Et donc, on voit donc à partir de ces études, on a une autre vision de l'effondrement. Mais effet aussi intéressant qu'on peut trouver si on regarde les études passées, la possibilité quand même toutefois d'un effet domino, c'est l'exemple du Proche-Orient ancien, donc je vous l'ai dit, le passage entre l'âge du bronze et l'âge du fer, à savoir que ça formait certainement à l'époque le premier monde globalisé, avec beaucoup d'interactions entre royaumes, et que finalement la chute d'un royaume a amené à
à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Donc, voilà pour cette catégorisation que je propose entre une vision globale et une vision plurielle. Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus particulièrement à la collapsologie, aux imaginaires qu'on peut retrouver dans la collapsologie. Je vous ai aussi, de manière non exhaustive, proposé ici une liste de différents ouvrages. Alors, des ouvrages francophones, pour le coup, sur l'effondrement. Donc, aussi pour vous montrer la multiplicité, la multitude de discours qu'on peut trouver sur la collapsologie. Donc, vous avez les livres de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, et aussi ensuite, après qui s'est rajouté Gauthier Chapelle, qui ont aussi lancé le courant de la collapsologie. Vous avez par exemple Renaud Duterme, qui axe beaucoup plus la question sur les inégalités, Piero San Giorgio, qui a été un peu à la base du survivalisme, Yves Cochet aussi, qui axe beaucoup plus sur la question des ressources, la question de la crise énergétique. Donc, on voit que déjà ces ouvrages ont des approches assez diverses, mais par contre, en revanche, la plupart sont quand même des travaux de vulgarisation, peut-être le noter, mais la plupart, ce qui nous intéresse ici, promeuvent une vision globale de l'effondrement, en se basant, je le répète, sur plutôt les théories générales et encore plus en se basant sur les sciences du système Terre. Et donc, ils promeuvent une vision. Là, je vous ai donné un exemple, c'est la définition d'Yves Cochet, la définition qu'il donne de l'effondrement. Je vais peut-être vous la lire. Alors, appelons effondrement de la société mondialisée contemporaine le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, mobilité, sécurité, ne sont plus satisfaits pour une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ce processus concerne tous les pays et tous les domaines des activités humaines, individuelles et collectives. C'est un effondrement systémique mondial. Donc, vous voyez bien dans cette définition-là, vous voulez bien ressortir ce que je disais tout à l'heure, donc l'idée d'un effondrement qui serait l'épée de Damoclès qui tombe. Alors, là, ce slide-là, ça répète ce que je viens de dire, ça vous met en phrase, c'est une sorte de bilan, ça vous met en phrase ce que je viens de dire. Et je l'ai juste mise là pour remettre en évidence le fait que lorsque on considère que l'effondrement est global, on a aussi tendance à le mettre comme étant à venir, puisque, en fait, finalement, si on parle d'un effondrement où tout s'effondre, tout ne s'est pas encore effondré. Et donc, ça revient à ce que je disais avant, on se trouve dans une position d'attente. L'effondrement est à venir, l'effondrement est au-devant de nous. Et dans l'optique, donc ça c'est la représentation dominante de l'effondrement aujourd'hui. Or, la représentation qui est dominante quand on regarde les effondrements anciens, c'est bien plus l'idée d'une mosaïque d'effondrement. On aurait une mosaïque d'effondrement, on aurait plutôt des formes d'effondrement qui prendraient, des effondrements qui prendraient la forme d'une transition et qui conçoit l'effondrement bien plus comme un cumul de difficultés. Si on prend l'Empire romain, c'est un cumul de difficultés. Il y a plusieurs facteurs qui sont venus aggraver la situation jusqu'à un point de non-retour. Et je trouve que c'est bien, donc tout ce travail-là aussi m'a servi à moi, et dans l'optique dans la perspective de la collapsologie, à montrer que c'est intéressant de s'appuyer aussi sur ces études de civilisation ancienne, ces études spécialisées, parce qu'elles permettent d'une certaine manière de relativiser un peu cette vision uniforme et globale de l'effondrement. Alors, je vais arriver dans les temps. Donc, je vous propose maintenant un peu plus précisément de s'intéresser et de développer quelques imaginaires, en fait 3 imaginaires de l'effondrement. Le premier, je l'ai appelé l'Apocalypse joyeuse en reprenant le titre d'un livre de Jean-Baptiste Fresso, mais c'est considérer ou percevoir l'effondrement comme étant une opportunité. Donc, une opportunité de quoi? De transformation socio-structurelle et également aussi socio-économique. Donc, une transformation qui est rendue possible par l'effondrement. Et donc, cette position, cet imaginaire, amène même à considérer que l'effondrement serait nécessaire. Si vous voulez, c'est l'effondrement qui va permettre justement ce changement de civilisation, qui va permettre cette transformation socio-structurelle. Et donc, l'effondrement peut être aussi à la fois, si vous me permettez, un peu une bonne chose. Il y a une forme, en fait, dans cet imaginaire d'ambivalence entre un phénomène qui est destructeur et un phénomène qui est créateur. Donc voilà, de basculer vers une autre forme d'organisation sociale plus sobre, plus juste, plus joyeuse. Et j'ai repris
pour vous illustrer ça, une citation de Servigne et ses deux confrères. L'effondrement consiste en une possibilité de faire émerger d'autres mondes et de nous inventer d'autres à venir. Donc voici là un imaginaire qui est issu de la collapsologie. Vous avez aussi tout un autre, alors pas totalement différent, parce qu'il y a aussi, il se recoupe avec l'imaginaire dont je viens de vous parler, mais un imaginaire qu'on pourrait appeler qui porte plutôt sur la résilience du point de vue introspectif, du point de vue en termes de travail intérieur. Donc, alors certes, dans cette littérature-là, il y a effectivement une critique générale qui est faite du système, qu'on cherche à changer, si vous voulez. Mais, si vous voulez, la solution réside dans une démarche individuelle de transformation. Et donc là, ce qui consiste à faire, c'est justement cultiver les expériences éco-spirituelles, de créer des liens, de se reconnecter à la nature. Le préfixe reconnecter est assez intéressant. Ça considère que nous sommes déconnectés, il s'agit de se reconnecter, donc retrouver quelque chose qu'on avait perdu. Apprendre à vivre avec l'idée de fin de notre monde, de faire le deuil, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les livres de Servigne. Donc, c'est-à-dire que là, le changement, l'imaginaire, le changement de société, de civilisation, il procède d'abord, dans un premier temps, d'un changement intérieur, d'un travail introspectif. Si vous voulez, un peu une sorte de forme de développement personnel. Et par exemple, pour avoir analysé plusieurs de ces ouvrages-là, d'éco-psychologie ou autres, et ben effectivement, typiquement, un parmi d'autres, mais le schème discursif de voyage intérieur revient souvent. Et donc, cette perspective aussi va plutôt amener à faire émerger une société, une nouvelle société, à partir d'une pluralité de nouvelles initiatives citoyennes, individuelles, ou communautaire. Et la troisième dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le survivalisme, où là c'est totalement une autre perspective, c'est l'idée, d'où le terme, de survivre. Il s'agit de se préparer à ce choc, se préparer pour finalement en limiter un maximum les effets néfastes, en limiter un maximum les chocs, et ceci à une échelle assez restreinte, donc très souvent l'échelle, le cercle familial ou des petites communautés, donc à un niveau très communautaire. Et donc, il s'agit là vraiment, véritablement, de survivre dans un monde qui deviendrait chaotique. Donc là, on revient en nous tous les imaginaires post-apocalyptiques qui ont été véhiculés dans notre culture occidentale. Donc, l'idée justement qu'on va être dans un monde chaotique face à des violences, qu'il y a donc le présupposé d'une nature humaine qui est sauvage, violente, et donc dont il s'agit véritablement de se protéger. Ça serait finalement, si vous voulez, la fin du pouvoir, d'un certain pouvoir centralisé, et donc la prévalence de la loi du chacun pour soi, de la loi du plus fort. Et c'est pas donc une vision plutôt, si vous me permettez, une vision un peu clanique, tribale de l'organisation de la société. Et c'est pas anodin, c'est-à-dire que si on prend la littérature, vous verrez très souvent dans le titre ou le sous-titre les termes de guide, de manuel. Donc on écrit des ouvrages qui listent différentes manières, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement se préparer déjà dans un premier temps en anticipant et ensuite après pour pouvoir agir lorsque le monde sera chaotique. Donc comment il s'agira ensuite d'assurer notre protection personnelle. Donc voilà, c'était pour les imaginaires. Je vais terminer et conclure sur cette dernière slide où là je vais jusqu'à présent, je vous ai présenté des panoramas, je vous ai montré des résultats de mes différentes recherches. Et là, maintenant, c'est vraiment vous proposer ma vision, si vous voulez, ou ce que je propose aussi dans l'optique de cet atelier. Alors, moi, pour ma part, j'aurais plutôt tendance à parler, ou j'aime bien présenter l'effondrement comme une matrioshka. Donc, une matrioshka, si vous voulez, donc, si vous avez bien compris, j'adopte une position hybride par rapport à ce que je vous ai montré, entre une vision globale et une vision plurielle, dans le sens où je considère qu'il y a quand même, effectivement, et là aussi c'est une particularité de l'effondrement aujourd'hui par rapport aux effondrements anciens, c'est que nous sommes quand même en train, on l'a vu en introduction très rapidement, en train d'altérer les conditions d'habitabilité de la Terre. Donc il y a quand même une responsabilité de nous toutes et tous au niveau de l'espèce humaine quand même. Et donc il y a quand même une dimension globale, on parle de changement climatique, donc de dégradations qui sont globales. Donc je pense qu'on ne peut pas faire fi de cette dimension, mais il s'agirait de pas du tout occulter
la dimension plurielle de l'effondrement, à savoir qu'il y aura des vécus qui seront différents, il y aura des impacts, des conséquences qui seront totalement différentes selon les régions, selon les classes sociales, selon les vulnérabilités socio-économiques présentes. Et donc, d'où l'idée, si vous voulez, de cette matrioshka, donc, c'est-à-dire le fait de dire, vous avez une poupée, donc la première enveloppe, il y a évidemment, effectivement, une enveloppe, une dimension globale, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut ouvrir la poupée, donc quand on ouvre la poupée, on trouve un autre niveau d'analyse, et en fin de compte, vous ouvrez au fur et à mesure les différentes poupées, et vous vous retrouvez sur la table avec un effondrement qui est aussi tout à la fois pluriel. Donc tout ça pour dire, l'idée de la matrioshka aussi, c'est pour représenter en fait visuellement l'idée que quand on parle d'effondrement, il y a plusieurs niveaux d'analyse, plusieurs niveaux d'études et d'interprétation. Et donc, en termes d'action, ça veut dire qu'il y a différentes échelles auxquelles il faut qu'on agisse, que ce soit des échelles, on va dire, un peu plus globales, mais aussi des échelles locales. Donc, ça sert à ça. Donc, c'est plutôt, si vous voulez, ma vision que je propose. Et de la même manière, donc ça c'était par rapport à ce premier diptyque que je vais proposer entre global et pluriel. La deuxième caractéristique, c'est est-ce qu'il est en cours ou est-ce qu'il est à venir. Et là aussi, j'opte plutôt pour l'effondrement comme étant un long processus de délitement qui est en cours et non pas à venir. Alors, je l'ai mis là, oui, alors je n'exclus pas qu'il y a certains événements qui pourraient être quand même relativement catastrophiques, mais je pense que là aussi, il ne faudrait pas voir l'effondrement comme je disais, comme l'épée de Damoclès qui va nous tomber dessus, que ce sera un élément brutal qu'on va pouvoir nommer, ça c'est l'âge zéro de nouvelle ère qui va commencer. Je pense bien non, c'est comme on le voit pour Rome, etc. C'est plutôt un processus d'effritement des acquis qui sont en train de s'effriter, une cohésion sociale qui est en train de s'effriter. Donc vraiment un processus de désintégration, de déliquescence progressive. Et également aussi disparate géographiquement. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a vécu avec la crise de la Covid ces dernières années, c'est que pour beaucoup de collapsologues, une pandémie mondiale aurait été un événement de l'effondrement, aurait été la marque de l'effondrement. Or, finalement, on en est plus ou moins sorti actuellement. On se rend compte que c'est pas la fin du monde, mais par contre, c'est quand même une difficulté en plus. Ça a posé beaucoup de problèmes, ça a créé une crise supplémentaire. Et à cette crise de la Covid, s'est ajoutée ensuite après la crise de l'Ukraine et donc une crise énergétique. Et en fin de compte, on voit que c'est bien plus, en tout cas selon moi, bien plus un cumul de difficultés qui rend en fin de compte la chose de plus en plus complexe et difficile à gérer. Et l'autre avantage ou l'autre positionnement que j'ai en considérant que l'effondrement est à venir, est en cours et pas à venir, c'est de proposer ainsi une heuristique différente de celle de Jean-Pierre Dupuy. Nathalie en a parlé tout à l'heure, Nathalie Fournier en a parlé tout à l'heure. Chez Jean-Pierre Dupuy, dans son catastrophisme éclairé, l'idée est de projeter la catastrophe au-devant de nous pour ensuite tout faire pour que cette potentialité ne survienne pas. Mais selon moi, justement, cette position un peu d'attente vis-à-vis de quelque chose à venir peut être relativement néfaste, où il y a pour moi deux points assez importants. Le premier, problématique, le premier, c'est que, en fait, et ça c'est ce qu'on a très vite vu en introduction, certaines choses ne sont pas... C'est de penser, en fait, la première problématique, c'est de penser que l'effondrement est évitable. Or là, je pense que ça serait faux de penser ça. Parce qu'il y a plein de choses malheureusement, il y a plein de choses qui se sont déjà effondrées. Si on regarde le vivant, il y a des espèces qui ont disparu, il y a plein de choses qui se sont effondrées. Donc non, tout n'est pas inévitable. Il y a bel et bien quand même un processus de destruction qui est en cours, et donc avec des processus qui sont irréversibles. Donc on ne pourra pas éviter. On sait que notre futur, il y a des contraintes, on sait qu'il y a des contraintes qui vont peser sur le futur, des contraintes qui sont en cours actuellement. Et la deuxième position problématique qui pourrait découler d'une position attentiste, c'est l'idée, le fatalisme de dire oui, en fait, voilà, l'effondrement va arriver, il est devant nous, de toute façon, on ne pourra rien y faire, c'est inéluctable, donc, si vous voulez, le fatalisme, après moi le déluge. Et donc là aussi, je pense que c'est problématique. Or, c'est là-dessus que je terminerai, considérer au contraire que l'effondrement est en cours, nous sommes en plein effondrement actuellement, ça peut, paradoxalement, en tout cas il me semble, et c'est là répondre aussi à l'atelier d'aujourd'hui, à répondre aux apories de la transition, ça permettrait de penser, de considérer, oui, mais alors, nous sommes dans un processus, dans une trajectoire actuelle, mais finalement, ça peut être plus mobilisateur, parce qu'on peut se dire, toutes les choses qui sont faites actuellement, si infimes soient-elles, si minimes soient-elles, vont contribuer à rendre la trajectoire actuelle moins pire que si rien n'aurait été fait. Et donc, de cette manière, je considère que
une pensée que nous sommes en plein effondrement et que tout ce qu'on peut être fait peut être utile, et finalement peut-être un peu plus mobilisateur ou permet un peu plus l'action. Et je pense, je terminerai vraiment là-dessus, je pense que, personnellement aussi, je pense que notre premier objectif, parce que là on voit avec les imaginaires et tout, on parle beaucoup de projection dans une société future, quelle serait la nouvelle organisation de société, une nouvelle société, je pense quand même qu'avant tout, peut-être pour nos générations, pour nous, notre premier objectif, notre première étape serait déjà de sortir de notre état de destructivité, avant même peut-être de penser à la société future, à quelles seraient nos prochaines sociétés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, voilà, je disais que c'était un petit peu délicat de parler après Gabriel, puisque après l'effondrement, voilà, on se demande s'il y a encore de quoi parler, mais on va essayer. Voilà, donc je fais ça à l'ancienne, sans PowerPoint. Donc le titre de ma communication, c'est les problèmes de l'Anthropocène entre urgence et réflexion, perspectives politiques et éducatives. Alors, pour vous présenter mon approche des problèmes de l'Anthropocène et leurs enjeux politiques et éducatifs actuels, je suis contraint d'évoquer mon travail sur la problématisation qui m'a occupé depuis de nombreuses années. Alors, ceci pour rendre compte d'une rupture que j'éprouve dans la conception du problème, du fait de ma rencontre avec un genre de problème tout à fait particulier, que j'appellerais les problèmes du troisième type, des problèmes sociopolitiques que l'on dit flous ou même pernicieux, et qui me semblent caractéristiques de ce que nous vivons dans l'Anthropocène, ou, comme vous dites en Belgique, de la transition. Or, il se trouve que ces types de problèmes s'introduisent dans le curriculum français, le curriculum scolaire français, à la faveur de ce qu'on appelle les éducations A, éducation à la santé, au développement durable, etc. Alors, comme je m'occupe depuis toujours de philosophie de l'éducation, c'est à l'occasion de cette introduction des éducations A dans le curriculum scolaire que j'ai rencontré ces problèmes flous et pernicieux. Alors, ces nouveaux objets curriculaires concernent entre autres des questions qu'on appelle socialement vives, c'est-à-dire des questions controversées concernant les politiques industrielles, agricoles, de transport, de santé, etc., sous les contraintes que l'on connaît, sous les contraintes écologiques et climatiques. Alors, comme ces problèmes sont réputés ni parfaitement constructibles, ni parfaitement solubles, toute la question est évidemment de savoir si la prise en compte de leurs caractéristiques n'induit pas un sentiment de découragement. Le changement climatique ou l'extinction des espèces s'apparenterait alors à une sorte de destin. D'où la question qui sous-tend mon intervention: peut-on concevoir une action possible pour traiter de tels problèmes, et quel type d'action? Et par ailleurs, comme je m'occupe d'éducation, quel doit être le rôle de l'école par rapport à de tels problèmes? Doit-on penser, comme Hannah Arendt, qu'il ne faut pas se décharger sur les jeunes des problèmes que les adultes ne savent pas résoudre? Ou faut-il au contraire préparer les futurs citoyens à affronter ces problèmes, et de quelle manière? Sans dévoiler la fin, je me situe plutôt dans la seconde branche de l'alternative. Alors, premier point de mon intervention, l'itinéraire qui va des problèmes cartésiens aux questions socialement vives. Alors, dans mon itinéraire de recherche, j'ai d'abord cherché à élaborer ce que j'appellerais une épistémologie non cartésienne de la problématisation. Et en m'appuyant sur les philosophies que j'appelle les quatre mousquetaires de la problématisation, à savoir John Dewey, Gaston Bachelard, Gilles Deleuze et Michel Meyer. Michel Meyer,
philosophe belge de l'ULB qui vient de nous quitter pas longtemps. Donc les 4 mousquetaires de la problématisation. Pourquoi parler d'une épistémologie non cartésienne? Alors, le non cartésien s'entend, c'est un non bachelardien, c'est-à-dire non pas le refus de Descartes, ce qui ne voudrait pas dire grand-chose, mais une épistémologie qui entend dépasser l'épistémologie cartésienne. Alors, donc pourquoi une épistémologie non cartésienne? Eh bien, si l'on lit les règles pour la formation de l'esprit de 1628, 1629 de Descartes, on voit bien que ça constitue l'épistémologie du problème de l'âge classique. Et d'ailleurs, cette épistémologie a une grande influence jusqu'à nos jours, puisque on trouve encore des échos dans la psychologie cognitive, façon de penser la résolution de problèmes aujourd'hui. Je veux souligner 2 caractéristiques fondamentales de cette épistémologie cartésienne. C'est d'abord son optimisme rationaliste. Tout problème bien posé doit pouvoir être résolu. Sinon, ce n'est pas un problème. Sinon, il n'est pas bien posé. Et ensuite, deuxième caractéristique, la centration de cette épistémologie sur la résolution de problèmes au détriment de sa construction. Alors, voyons d'abord l'épistémologie de la résolution. On sait que les règles sont un ouvrage inachevé. Descartes annonce 36 règles. Or, en fait, le texte va s'interrompre à la règle 21. Et Descartes traite de tout ce qui a trait aux problèmes parfaitement déterminés, mais il s'arrête quand il s'agit de savoir comment déterminer les problèmes qui ne le sont pas. C'est-à-dire, il s'arrête quand il s'agit de construire les problèmes. Autrement dit, la méthode cartésienne est tributaire des problèmes qui ont un énoncé complet, où il y a toutes les données, toutes les conditions, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Donc c'est une épistémologie de la résolution qui tâche d'imiter la résolution algébrique ou géométrique. Ce n'est pas une démarche de problématisation. Or, dans la vie quotidienne, les métiers ou la recherche, les vrais problèmes, on le sait, donc les 4 mousquetaires de la problématisation, que ce soit Dewey, Bachelard, Deleuze, Meyer, nous l'ont dit et redit, savoir que les problèmes ne se posent pas tout seuls et qu'il faut les construire avant de les résoudre, pour pouvoir les résoudre. Et donc, c'est cette dimension de la construction du problème qui m'a occupé pas mal de temps jusqu'à aujourd'hui. L'autre dimension du paradigme cartésien, c'est son optimisme rationaliste. C'est l'idée que tout problème digne de ce nom peut être résolu si l'on suit la méthode. En l'occurrence, la méthode géométrique ou algébrique. Il suffit que l'énoncé soit compréhensible, c'est-à-dire, dit Descartes, que l'on sache ce que l'on cherche, c'est-à-dire que l'on désigne l'inconnu par du connu, par exemple, quelle est la nature de l'aimant d'après les expériences que Gibert a faites. Voilà. Donc là, on sait ce qu'on cherche parce que on sait ce que c'est que le mot nature et évidemment, c'est du connu qui renvoie à de l'inconnu, à l'aimant. Il suffit que donc l'énoncé soit compréhensible et qu'il soit complet, c'est-à-dire qu'on ait les données et les conditions pour le résoudre. Donc, dans mon itinéraire de problématisation, je vais me confronter à ces 2 thèses cartésiennes. Je vais d'abord travailler à une épistémologie de la construction des problèmes, ou si l'on veut, de la problématisation, tout en conservant l'optimisme rationaliste de Descartes. Et dans une deuxième phase, je vais devoir en rabattre sur cet optimisme rationaliste quand il s'agira de rendre compte des problèmes sociopolitiques de l'Anthropocène. Et en effet, c'est l'ouverture de l'école aux questions socialement vives, avec donc l'introduction dans le curriculum de ces éducations A,
qui vient remettre en question l'optimisme rationaliste de Descartes. Ce sont des problèmes de décision pour lesquels les données sont à peu près toujours incomplètes et qui renvoient toujours à un mixte de savoir et de valeurs. Par exemple, faut-il construire des méga-bassines pour l'irrigation? Faut-il interdire ou non le glyphosate, etc. Sujet, évidemment, l'un et l'autre tout à fait actuel, comme vous savez. Bref, faut-il dire avec Marx que l'humanité ne se pose que les questions qu'elle peut résoudre? Voilà. Alors, deuxième point, partant de là, donc les problèmes pernicieux. La confrontation de ce genre de problèmes sociopolitiques a été pour moi comme une rencontre de troisième type. Pour travailler ce genre de problème, j'ai dû me tourner vers l'étude d'une tradition anglo-saxonne, celle des problèmes pernicieux, les wicked problems, tradition qui va des travaux de Herbert Simon et de Rittel et Weber, ça c'est dans les années 70, jusqu'à nos jours, et qui ouvre une nouvelle perspective sur les problèmes politiques. Donc tout ça, je renvoie à mon texte que Nathalie a nommé tout à l'heure, sur l'éducation aux politiques, les problèmes pernicieux, donc de 2022. Il y a aussi un article dans la Revue française de pédagogie. Donc c'est avec cette tradition des problèmes pernicieux que l'on met en question la deuxième dimension du paradigme cartésien, l'optimisme rationaliste. Parce que donc Rittel et Weber, qui sont les inventeurs du concept, donc c'est leurs travaux, c'est 1973, se situent dans le contexte de la mise en cause de la technocratie. Ça, c'est extrêmement important pour comprendre cette idée de problème pernicieux. C'est que donc les années 70 aux États-Unis, c'est la mise en question de la technocratie, c'est la prise de conscience par les scientifiques, mais aussi par le public, de la collusion entre l'industrie, l'armée et au fond, cette méfiance envers les experts, voilà, qui va venir aussi en Europe, méfiance en regard de l'expertise. Voilà, donc cette contestation de l'expertise, contestation de la technocratie. Et donc, il faut bien comprendre le contexte donc, de cette élaboration du concept de problème pernicieux. Et donc, un problème pernicieux, pour Rittel et Weber, c'est finalement un problème qui correspond à une dizaine de caractéristiques. Alors, c'est une liste complètement hétéroclite, et donc c'est un peu difficile de s'y retrouver. J'ai essayé de la ramener à 5 caractères. Un problème pernicieux, c'est un problème polysémique, c'est-à-dire qui va admettre plusieurs constructions possibles, constructions partielles possibles, on va dire. C'est un problème qui intervient dans la conflictualité, c'est-à-dire qui surgit dans l'espace public et dans les controverses qui sont liées à cet espace public. C'est un problème complexe au sens de la théorie des systèmes, avec des sous-problèmes, avec des effets de seuil. Voilà. C'est un quatrième point, des problèmes qui admettent des spatialités critiques, c'est-à-dire, j'entends par là plusieurs choses, à savoir que il y a une espèce d'indistinction entre le local et le global, puisque un problème local, bon, c'est l'effet papillon, un problème local a des effets globaux, etc., et inversement. Et puis aussi une temporalité problématique, parce que, évidemment, aujourd'hui et demain, voilà, ce qui se passe aujourd'hui va avoir des effets, et quelquefois des effets irréversibles sur ce qui se passera demain. Et enfin, dernier caractère, c'est
sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Dernier caractère, ce que j'appelle l'ouverture de ces problèmes ou leur absence de solution véritable. Voilà, absence de solution véritable. Alors, si je prends un exemple, le cas du réchauffement climatique, par exemple, on voit bien qu'il s'agit d'un problème polysémique, c'est-à-dire qu'on peut tenter de le construire dans plusieurs cadres concurrents. On a vu tout à l'heure les cadres concurrents sur l'effondrement, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que le problème du réchauffement climatique, certains veulent le construire dans un cadre technologique, de la géo-ingénierie, avec des choses assez effrayantes. Hein. D'autres le construisent essentiellement dans un cadre politique. Et l'Anthropocène devient alors un capitalocène, hein, essentiellement. Un cadre moral, culpabilisant, dénonçant l'égoïsme, la démesure, l'hyperconsommation, etc., etc. Vous voyez donc la possibilité de le construire dans plusieurs cadres différents. C'est un problème conflictuel, hein, qui donne lieu à des controverses opposant les intérêts financiers, industriels, sociaux, écologiques, la fin du monde, la fin du mois, etc. Bon. Il y a un reportage extrêmement intéressant qui passe en France à l'heure actuelle sur les algues vertes de Bretagne, où on voit ces problèmes conflictuels dans toute leur acuité. Alors c'est un problème complexe, hein, à cause des sous-systèmes impliqués dans la régulation bioclimatique, qui interfèrent entre eux, avec leur boucle de régulation, positive ou négative, leurs effets de seuil, etc. Latour et d'autres parlaient de Gaïa, hein, comme une espèce de... Non pas de... Je crois qu'ils veulent pas... C'est pas un super système, c'est plutôt un fouillis, avec des boucles de régulation, etc. Et puis, le tout, comme disait Dupuis, c'est de savoir où sont les effets de seuil dans cette affaire-là. Voilà. Et l'irréversibilité. Et puis, donc c'est un problème qui a des caractéristiques spatio-temporelles critiques. Le local et le global sont connectés, sauf qu'on l'a bien dit que finalement on ne voit pas toujours les effets les effets qui se passent, enfin on ne voit pas toujours les effets d'ailleurs, hein, des décisions qui sont prises ici, mais le local et le global coïncident. Et en fait, ce sont des problèmes qui ne peuvent être adéquatement construits ni véritablement résolus. Parce que les données et les conditions à prendre en compte, évidemment, sont toujours incomplètes et les solutions qu'on peut trouver à ces problèmes sont toujours partielles et provisoires, tout issu ouvrant de nouveaux problèmes, mais on y reviendra. Voilà, alors je me suis situé au niveau global du réchauffement climatique, mais on peut prendre tout un tas de sous-problèmes, comme la question de l'énergie décarbonée, les problèmes d'aménagement du territoire, l'implantation de centrales nucléaires, d'éoliennes, etc. Des questions agricoles, comme l'irrigation ou l'utilisation des produits phytosanitaires. On se trouvera un petit peu dans la même configuration de problèmes pernicieux. Alors, il faut bien comprendre que, comme je dis tout à l'heure, en parlant de la technocratie, les problèmes pernicieux, ils arrivent, au fond, lorsque eh bien, les publics, comme dirait Dewey, lorsque les publics s'emparent de ces questions. Donc, elles ne sont plus des questions réservées à une technostructure, mais que les citoyens s'en emparent. Et quand les citoyens s'en emparent, évidemment, il y a des controverses, il y a des manifestations, il y a des ZAD, il y a voilà, toutes choses que l'on connaît bien actuellement. Alors, la question des solutions, hein, parce que c'est là-dessus que je voudrais exister un peu. Cette absence de solution, il faut l'interroger. Je pense que c'est chez Antionas, hein, que l'on trouve la conscience la plus aiguë de cette question de l'absence des solutions. Parce que pour lui, si les problèmes de l'Anthropocène viennent de l'hubris, hein, de la technologie, ou de la technoscience, nous avons besoin, dit Jonas,
d'un surcroît de techniques pour les traiter. Jonas n'est pas du tout technophobe, il pense qu'on ne peut pas vivre sans la technique, mais que, comme les problèmes viennent de l'hubris de la technoscience, et comme les remèdes aussi sont des remèdes techniques, eh bien ces remèdes engendrent forcément de nouveaux problèmes. Et nos tentatives même pour éviter la catastrophe nous entraînent dans des difficultés redoutables. Et Jonas est très conscient de ça, et c'est pour ça qu'il demande aux philosophes de veiller à ce que les solutions que l'on prétend trouver aux problèmes pernicieux n'entraînent pas des catastrophes plus importantes que celles que l'on voulait précisément éviter. Il pense évidemment aux apprentis de la géo-ingénierie, mais plus communément aux politiques publiques. En particulier, par exemple, on parlait de sobriété économique ou de racinement, et Jonas dit oui, mais il faudrait veiller à ce que le chômage qui serait engendré ainsi ne soit pas un effet plus catastrophique encore que ce que l'on voulait éviter. Il n'y a pas dans ce genre de problème de solution immédiate et simple, mais plutôt des dilemmes, des apories. Voilà. Si nous ne faisons rien, nous allons vers une catastrophe écologique, et si nous agissons, nous risquons d'aller vers des catastrophes sociales. Voilà, à propos du problème de la sobriété. Voilà. Donc il n'y a pas de remède miracle. Par exemple, dit Jonas, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait décarboner notre industrie. Alors, solution radicale qu'évoque Jonas, les centrales nucléaires à fusion, parce que là, c'est énergie illimitée, zéro pollution, etc. Est-ce que c'est le paradis énergétique ? Non, dit Jonas, parce que le veto thermodynamique est sans appel. Toute production de travail crée de la chaleur, etc. Et donc, finalement, cette énergie illimitée, ou quasi illimitée, eh bien, encouragerait l'industrie, encouragerait la production de machines, et du même coup, provoquerait au moins autant de chaleur que ce que nous voulions éviter. Alors, je vais aux extrêmes, là. C'est pour bien souligner le propos de Jonas, qui dit, ben voilà, même dans la solution apparemment la plus radicale, la solution miracle n'en est pas une. Puisque notre nouvelle richesse nous poserait des problèmes aussi importants que notre pauvreté de jadis. Voilà. Alors, donc on voit bien que là, avec cette réflexion, Hans Jonas, finalement, rejoint, sans la connaître du tout, ce sont deux traditions complètement différentes, la tradition des problèmes pernicieux, en ce sens qu'il est impossible de leur trouver de véritables solutions, des solutions complètes et définitives. Et il faut bien pourtant agir. Et bien sûr, alors, parce que, évidemment, ce serait la pire des choses de ne rien faire. Il faut surtout éviter le contresens qui consisterait à dire, puisqu'il n'y a pas de solution véritable, alors c'est un destin, alors il n'y a rien à faire. Non, pas du tout. Dans la traduction des problèmes pernicieux, en tout cas, et dans la traduction de Jonas, c'est évidemment pas du tout ce qui est proposé. Donc je propose d'appeler issues ces solutions qui n'en sont pas, mais qui permettent de clore au moins provisoirement le traitement du problème. Clore au moins provisoirement le traitement du problème. L'issue n'est pas la solution, mais le moins mal que l'on puisse faire étant donné les circonstances. Le moins mal que l'on puisse faire étant donné les circonstances. Donc, je dirais que la tradition de recherche des problèmes pernicieux rejoint la pensée de Jonas et nous délivre 3 leçons de sagesse. 1, elle nous interdit de croire aux solutions miracles. 2, mais elle ne nous conseille pas l'inaction. 3, elle nous commande de veiller aux conséquences de nos décisions afin d'éviter autant que possible leur effet pervers. Et finalement, elle nous conseille d'envisager le traitement des problèmes pernicieux comme une sorte de navigation par gros temps, c'est-à-dire comme un processus, et une navigation par gros temps entre Charybde et Scylla, sans pouvoir trouver finalement de port définitif. C'est-à-dire sans pouvoir se débarrasser
du problème une fois pour toutes. Alors, troisième et dernier point, de l'heuristique de la peur à l'agir avec précaution. Voilà. Alors, même si peu de gens sont familiers avec le concept de problème pernicieux, on sent bien dans la société actuelle, naître une éco-anxiété par rapport aux questions écologiques. La question étant de savoir si la pleine conscience de la perniciosité des problèmes ne ferait pas du changement climatique, de l'extinction des espèces, etc., une sorte de destin auquel on ne pourrait rien, si malgré tout, la question est de savoir s'il reste une place pour l'action. Alors, j'ai regardé un petit peu les études psychologiques sur l'anxiété. Je m'en méfie un petit peu parce qu'on assiste quelquefois à une psychologisation excessive du problème. Comme si le problème, c'était le bien-être ou le mal-être que je ressens. Et donc, on a des choses assez étonnantes, du genre l'essentiel, c'est de se sentir bien. Voilà. Ce qui est tout de même une façon d'anesthésier la puissance d'interpellation de l'éco-anxiété. Alors, je trouve que, je vais glisser la vite là-dessus, pour revenir à quelque chose qui m'apparaît beaucoup plus intéressant, c'est la notion d'heuristique de la peur de Jonas, à condition évidemment, de ne pas faire trop de contresens sur cette heuristique de la peur. Parce qu'évidemment, on a beaucoup glosé là-dessus, et il faut quand même lire un petit peu le principe de responsabilité pour ne pas dire trop de bêtises. Alors, chez Jonas, la peur n'est pas la crainte pour sa propre vie, n'est pas chez Hobbes. Voilà. Elle concerne tout ce à quoi l'on tient dans ce qu'il a de fragile, de vulnérable. Donc j'ai peur pour mes amis, j'ai peur pour ce à quoi je tiens, pour mes valeurs, etc. Ce n'est pas une peur panique qui paralyserait l'action. Alors Jonas, dans son vocabulaire propre, qui n'est pas le vocabulaire commun de la psychologie, oppose l'anxiété qui favoriserait les conduite d'évitement, il oppose l'anxiété à l'angoisse, laquelle consiste chez lui dans un sentiment proactif. L'angoisse nous pousse à prendre des responsabilités. L'angoisse est un sentiment rationnel qui doit nous inviter à rechercher d'où vient le danger et comment l'éviter. Tout ça, je cite Jonas, pratiquement. C'est même un sentiment moral. C'est la motivation naturelle du devoir de responsabilité pour l'avenir. C'est, dit Jonas, une peur spirituelle consistant à se laisser affecter par le salut ou le malheur des générations à venir. Jonas compare cette angoisse à celle que provoquait la tragédie grecque, celle dont Aristote disait qu'elle avait un pouvoir cathartique. Alors, le prophète du malheur entend susciter lui aussi la crainte désintéressée pour ce qu'il adviendra longtemps après nous. C'est le tragique, c'est la représentation tragique. Et donc il suscite la crainte désintéressée pour ce qui adviendra longtemps après nous. Il secrète aussi la culpabilité pour la démesure et la sagesse des limites. Et l'analogue de la représentation tragique, c'est ce que Jonas nomme le remords anticipateur. C'est-à-dire, si je suis décideur, et chacun d'entre nous l'est à sa manière, si je suis décideur, je dois craindre le reproche éventuel des générations futures. Mon espérance, si je suis décideur, c'est de dire, si c'était à refaire, je le referai. Donc, cette idée de remords anticipateur. Bref, l'heuristique de la peur n'est compréhensible que replacée dans l'éthique de la responsabilité de Jonas, dont elle condense toutes les dimensions, heuristique, elle rend conscient du danger, morale, elle commande de prendre soin d'autrui, rationnelle, elle introduit la recherche des causes et des conséquences, affective, c'est la motivation du devoir, et politique, elle pousse à alerter et à agir, ou au contraire à s'abstenir d'agir quand il faut s'abstenir d'agir.
Donc, le récit de la peur, ainsi comprise, est le levier d'une prise de conscience des enjeux écologiques. Jonas pense à deux choses. Il pense que les catastrophes, alors, qui deviennent visibles, comme on l'a dit, hein, les incendies, les inondations, etc., qui commencent à devenir visibles, eh bien, qui est une sagesse de la catastrophe, hein, une leçon que l'on tire des catastrophes. Et puis, d'autre part, il pense aussi au mouvement de jeunes pour le climat. Enfin, en tout cas, il espère que des mouvements de jeunes pour le climat prendront le relais des mouvements de jeunes pour les problèmes publics. Alors l'action, mais quelle action? Sur quelle action doit déboucher le récit de la peur? Pour moi qui travaille en éducation, c'est aussi qu'est-ce que l'école peut proposer, hein? Et donc, si on suit le... est-ce que je suis bien là, Nathalie, dans les temps ou... D'accord. Donc voilà, dans la tradition des problèmes pernicieux, on a trois grands principes, hein. La redéfinition des valeurs sur l'être plutôt que sur l'avoir, ce qui rappelle le personnalisme du début du siècle, du début du XXe siècle. Le deuxième principe, c'est l'interconnectivité de tous les êtres. Et le troisième principe, c'est l'idée d'un changement radical, d'un apprentissage collectif comme changement radical. Et donc, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit comment, ou ça peut se traduire comment? Eh bien, disons que dans l'éducation, par exemple en France, ça se traduit d'abord d'une première façon par les éco-gestes. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une sphère qui renvoie à la responsabilité individuelle, les choix de consommation, le recyclage, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très en vogue dans les préconisations de l'éducation nationale française. On espère une prise de conscience et une prise de responsabilité. Bon, pourquoi pas. Deux limitations. D'abord, c'est quelque chose qui reste la plupart du temps individuel, qui fait peser sur l'individu une responsabilité avec les dangers de culpabilisation. Et souvent, et donc ça n'atteint pas forcément le niveau du politique. Hein. Et puis, sans réflexion suffisante sur les conséquences de ces actes et sans liaison forcément avec les savoirs de l'Anthropocène. La deuxième sphère concerne les actions menées dans la sphère sociale et publique. Et donc là, on peut parler d'éco-citoyenneté, hein, d'implication dans les groupes militants. Donc on voit fleurir tout un tas d'actions, hein, et de manifestations et de protestations. Et la question que cela pose, c'est au fond la différence entre le légal et le légitime, puisque de toute façon, ces manifestations ou ces protestations interviennent sur des choses, j'allais dire, déjà jugées, c'est-à-dire au fond sur des projets qui ont été adoptés avec toutes les garanties de la démocratie. Donc le gros problème que nous avons en France, je ne sais pas en Belgique, c'est la différence entre le légal et le légitime, comment arbitrer cette différence entre le légal et le légitime. Et voilà. Et puis, moi je pense que si on suit la tradition des problèmes pernicieux comme celle de Jonas, l'essentiel c'est l'information et la réflexivité, quel que soit le niveau où on se place, le niveau des éco-gestes ou le niveau politique. Hein, Jonas nous a bien dit que désormais, la morale, qui n'est plus une morale d'intention, hein, doit se préoccuper des conséquences, et qu'une morale qui se préoccupe des conséquences, eh bien, elle doit se connecter au savoir. Deux types de savoirs, les savoirs de l'Anthropocène, hein, c'est-à-dire les savoirs des processus bio-physico-chimiques et anthropiques du système Terre, Gaïa, et puis les savoirs politiques qui visent à la compréhension et à la gestion des problèmes politiques de la transition. Voilà, c'est pour ça que, donc, en conclusion, moi, ce que je préconise, en tout cas, pour ce qui concerne l'école et ce à quoi je travaille avec mes collègues, c'est, au fond, à aider
à outiller finalement les élèves pour qu'ils accèdent à la compréhension des problèmes de l'Anthropocène. Et donc, au fond, ce que je préconise, c'est une éducation à la prudence, parce que je pense que la vieille notion aristotélicienne de phronésis est là plus que jamais actuelle, puisque l'action, par rapport au problème pernicieux, n'est pas directement une action qui découlerait d'une science. Hein. Elle n'est pas non plus, évidemment, irrationnelle, mais pas une application d'une science. Et donc, c'est quelque chose qui concerne à la fois les savoirs et les valeurs, et quelque chose qui, évidemment, repose sur une éthique. Donc voilà, je dirais que la prudence est la vertu du citoyen éclairé dans ces temps problématiques de l'Anthropocène, et donc il faut former à la prudence. Voilà, merci.